Bonjour. Je voudrais vous parler aujourd'hui de deux livres que je trouve extrêmement importants et qui sont ceux-ci. Alors, ce sont deux livres qui ont été écrits par monsieur Yuval Noah Harari. C'est un professeur israélien qui s'occupe comme le dit son nom, enfin le nom de son livre, de l'homme. Alors, le premier s'appelle Sapiens. Le voilà, donc Sapiens, une brève histoire de l'humanité. C'est paru chez Albin Michel. J'espère que vous le voyez bien là. Livre très important, un gros livre, hein, très intéressant. Et le deuxième s'appelle Homo Deus, une brève histoire de l'avenir. Alors, ces deux livres sont absolument formidables. Je vais les poser parce qu'ils sont un peu lourds. Hein. Ces deux livres sont absolument formidables. Comme toujours, on a, chez ces penseurs qui sont évidemment d'une part intelligents et d'autre part qui sont très instruits, on a une vue du présent et du passé d'une grande clarté et d'une grande précision, d'une grande lucidité. C'est un petit peu plus compliqué quand on va dans l'avenir. Si vous voulez, c'est un peu comme le livre de Coelho que vous avez, l'alchimiste que vous avez sans doute lu, qui est tellement magique, tellement extraordinaire que à la fin, c'est pas facile. Donc quand on part sur des projets, si vous voulez, qui font ou rêver ou qui aiguisent l'intelligence à un plus haut point, et qu'après on rentre carrément dans l'avenir, dans le roman quelque part, hein, c'est difficile à finir. Alors, Attali est un peu pareil, quand vous lisez Attali, c'est extraordinaire dans le présent, puis dès qu'il fait des prévisions, bon, c'est un peu compliqué, parce que finalement les prévisions c'est assez personnel, chacun a les siennes. L'histoire c'est l'histoire, plus on est intelligent, plus on est compétent, mieux on la lit et plus elle est facile à transmettre, et le futur, chacun rêve du sien, et est en adéquation avec tout le monde, et avec le vrai futur, c'est pas gagné. Alors, dans ces deux livres qui sont tout à fait, mais que je vous conseille extraordinaire, le premier livre, vous allez voir ce que je trouve miraculeux. Le premier livre, donc, cet homme nous explique que dans les très très anciens temps, nous n'étions pas les seuls animaux humains sur la planète, donc il croit à l'évolution, évidemment, Darwin, et il nous explique qu'à un moment donné, il y avait d'autres hommes que l'Homo sapiens. Et donc d'autres races d'hommes en quelque sorte. Et puis l'Homo sapiens a éradiqué tout le monde et il est le seul à être resté sur Terre. Toutes les autres ont disparu. Il a une explication pour cela. Il explique que les tribus, parce qu'au début nous sommes comme les animaux chasseurs-cueilleurs, et les tribus animales, nous sommes des animaux, les tribus animales de chasseurs-cueilleurs ne peuvent pas dépasser entre 20 et 100 ou 80 individus, parce que au-delà de ça, ça explose, naturellement. Or, l'Homo sapiens serait devenu le seul homme sur la planète parce qu'il a augmenté son nombre à un tel point qu'il a éradiqué tous les autres par le surnombre. Et l'explication qu'il donne sur cet événement tiendrait au fait que l'Homo sapiens peut se réunir autour d'un concept, autour d'une croyance. Donc, c'est parce qu'il est capable d'adhérer collectivement à une croyance qu'il est capable d'augmenter son nombre suffisamment pour être 100 000, 200 000, 1 million, 10 millions, 50 millions, 100 millions, toujours regroupés, c'est-à-dire pouvant combattre à partir de ce regroupement. Et donc, évidemment, éradiquer tous ceux qui sont moins nombreux. Alors ça, je trouve ça assez magique parce que effectivement, on sent bien que c'est vrai et on sent bien que chaque fois que on raisonne et qu'on essaie de comprendre les choses, très souvent on est débordé par ceux qui croient et qui, autour de cette croyance, arrivent à se rassembler. Donc, pour faire court, disons que si vous voulez, les conneries arrivent assez facilement à rassembler suffisamment de monde pour éradiquer l'intelligence, en gros. Bien. Donc, c'est cette histoire qu'il nous raconte avec beaucoup de précision, beaucoup d'expérience, très agréable à lire. Je suppose que ceux qui sont très compétents dans ce domaine doivent trouver que c'est un peu un ouvrage de vulgarisation, mais moi qui suis, comme tout le monde, pas très compétent, ça me va très bien la vulgarisation quand elle est bien faite et quand elle est intelligente. Donc là, c'est tout à fait intéressant. Alors,
Alors ensuite, ça c'est le premier ouvrage. Quand on arrive dans le deuxième ouvrage, alors là c'est beaucoup plus intéressant. C'est très intéressant parce qu'il commence par faire un constat dans lequel il explique que finalement il y a deux manières de voir, il y a eu deux manières dans les quelques siècles passés de voir la vie. C'est le système lié à un Dieu et le système lié à l'homme. C'est-à-dire que pendant que l'homme a cru à un Dieu, il s'est organisé, il n'a pas réfléchi. Il n'avait pas à réfléchir puisque tout était écrit. Donc chaque religion a des règles qui régentent tout. Quand elle ne régente pas tout, il y a des spécialistes qui sont destinés à adapter la règle religieuse à la réalité, et puis l'homme n'a pas à réfléchir. Il suffit qu'il suive le rail. Ça, c'est tout le passé, si vous voulez, lié autour des religions, que ce soit les religions chrétiennes chez nous, d'autres religions ailleurs, c'est-à-dire l'homme n'a pas d'existence personnelle. Ensuite, il explique, ensuite arrive l'humanisme. Et l'humanisme qui pour lui représente à la fois et le capitalisme et le communisme, c'est-à-dire toutes les solutions où l'homme se prend en charge lui-même. Donc cet humanisme amène le progrès, parce que cet humanisme amène en partie la discussion directe avec l'intelligence et éradique un peu la croyance, ou du moins la ramène à un niveau où elle n'est plus un encombrement par rapport à la société. Tout ça est très bien, et tout ça est tout à fait convaincant. Mais c'est vraiment convaincant, c'est très intéressant. Et puis tout d'un coup, pof, il passe dans l'avenir. Et alors là, moi je suis plus du tout d'accord avec ce monsieur, et puis j'ai pas les moyens, parce que quand même évidemment, il est beaucoup plus important que moi, mais j'ai pas les moyens de pas être d'accord, mais je suis quand même pas d'accord. Donc là, il va nous expliquer que l'intelligence artificielle, il va nous expliquer que finalement, les chercheurs les scientifiques prétendent aujourd'hui que nous ne sommes que des algorithmes, c'est-à-dire que nous n'avons pas de décision. Première époque, Dieu, on ne décide pas. Deuxième époque, l'humanisme, on décide. Troisième époque, aujourd'hui, la science dit, non, on ne décide pas. On ne décide pas parce qu'en fait, ce sont des réactions chimiques qui, en fonction d'algorithmes calculables, préétablissent ce qu'on va faire. C'est-à-dire que quand on croit qu'on décide d'aller prendre un pot chez des amis, en fait, c'est pas du tout nous qui décidons. C'est toutes nos cellules et tout qui, à un moment donné, se mettent en route, il y a des réactions chimiques, et puis ça nous amène chez des amis. Alors, c'est assez amusant parce que, si vous voulez, cette vision des choses ne règle aucun problème, finalement. Enfin, si vous voulez, la question c'est, est-ce que la conscience existe? C'est-à-dire, est-ce que l'homme décide, ou est-ce qu'effectivement, il est le jouet qui croit décider, qui croit voir, qui croit sentir, mais rien de tout ça, ce sont toujours que des algorithmes. Oui, ça peut être des algorithmes, mais peut-être qu'effectivement, quand je décide de boire un verre de bon Bordeaux, c'est pas moi qui ai décidé, c'est mes cellules qui m'ont fait comprendre qu'il fallait que je boive un verre de bon Bordeaux parce qu'il y a un algorithme qui s'est mis en route, mais il a fallu qu'il se mette en route, de toute façon. De toute façon, il ne fait que repousser le moment où, à un moment donné, quelqu'un a mis en route cette chaîne. Parce que les algorithmes, il faut les mettre en route. Et donc, quand il fait la comparaison, et donc, si vous voulez, il n'arrive pas à avoir une négation de la vie. Il ne sait toujours pas ce qu'est la vie. Mais à côté, il nous prend l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle qui, avec des algorithmes de plus en plus poussés, pouvant elle-même modifier en cours de route les algorithmes sur lesquels elle est calée, cette intelligence artificielle devient pratiquement aussi intelligente que nous. Et ça, c'est quand même assez intéressant, parce qu'il pose la question, oui, mais si elle devient plus intelligente que nous. Et c'est là que tout son système s'effondre, parce que il a commencé à nous expliquer que finalement c'est la masse, la croyance et la connerie qui a fait qu'on a inondé le monde, et aujourd'hui il nous dit, oui, ça pourrait être l'intelligence qui prend le relais, mais ça serait une intelligence artificielle, mais cette intelligence artificielle, elle n'a toujours pas la vie, parce que l'ordinateur il a du courant, mais il n'a pas la vie. Alors là, tout d'un coup, on est dans un espace qui est tout à fait intéressant, mais qui est extrêmement fragile, et auquel personnellement je ne crois absolument pas, parce que ça ne me paraît pas être la solution possible, parce que ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que l'intelligence représente la vie. Mais c'est complètement faux. L'intelligence est un morceau de la vie. C'est un
un petit morceau de la vie, comme la beauté. Si vous voulez, l'intelligence, c'est comme la beauté. Quand on est beau, on est beau. Quand on est moche, on est moche. Et quand on est intelligent, on est intelligent. Puis quand on est con, on est con. Mais c'est pas très grave. Je dirais même que l'intelligence, ça isole. C'est comme la beauté. Si vous êtes très beau, si chaque fois que vous rentrez dans un restaurant, tout le monde se retourne, ben c'est un problème pour aller au restaurant. C'est un problème parce que c'est comme la richesse. Toutes ces choses, si vous voulez, qui sont élitiques, qui quand elles sont poussées à leur paroxysme, ben, posent plus de problèmes que d'avantages. Donc, résumer la vie à l'intelligence, je trouve que c'est une erreur, déjà au départ, qui m'étonne pour un scientifique de ce niveau. Et ensuite, imaginez que cette intelligence pourrait régir l'humanité, mais ça me paraît impossible, puisque l'expérience lui a prouvé qu'en fait, c'est pas l'intelligence, parce que au moment où l'homo sapiens prend le pouvoir par la force et puis par la croyance, il est possible qu'il prenne le pouvoir sur des catégories d'autres hommes qui auraient peut-être été plus intelligents. Vous savez, être intelligent, ça ne sert à rien. Si vous êtes face... alors, c'est assez étonnant parce que ce monsieur donc, est israélien, il vit en Israël, et bon, c'est la preuve de tous les jours. Ils sont probablement plus structurés, plus organisés que la masse de gens qui est autour, moins croyants, encore que pour certains d'entre eux, mais de toute façon, la masse qui est autour, elle est autour. Hein. Et puis face à cette masse, que faire? Vous ne pouvez pas, quand vous êtes seul face à 2000 personnes, il vaut mieux partir en courant. Voilà. Donc ces deux livres sont absolument extraordinaires. Il faut les lire parce que ça va vous marquer et ça va vous amener à réfléchir différemment. Il y a comme ça, dans la vie, on rencontre comme ça quelques livres, comme par exemple La Grève, on rencontre quelques livres qui, tout d'un coup, ben, effectivement, vous amènent à penser différemment, aiguillent votre pensée, parce que il y a des bases qui sont tellement fortes qu'après, on ne peut plus penser pareil. Et ces deux livres sont comme ça. Alors, pour ce qui est de la vie, à mon petit niveau et d'une manière très simple, pour ce qui est de la vie, le bien et le mal, moi j'ai mon petit dessin qui est là, hein, que j'ai déjà produit, mais que je trouve vachement important, enfin personnellement. Hein, mais c'est le petit dessin Henri Dumas, mais voilà, hein, soyons modestes. Mais ce petit dessin, si vous voulez, il a quoi? Il a un axe ici. Hein, d'un côté il y a le néant, et de l'autre côté il y a la vie. Je ne dis pas la mort, le néant, c'est le néant. Hein. Donc d'un côté il y a le néant, de l'autre côté il y a la vie. Entre les deux, il y a une ligne rouge et il y a deux zones grises. Il y a des humains qui sont pas tout à fait dans le néant, mais pas vraiment dans la vie. Et il y a aussi des humains qui sont pas tout à fait dans la vie, mais pas non plus dans le néant. Donc, le bien et le mal, c'est quoi? Ben, le mal, c'est tout ce qui vous amène vers le néant, et le bien, c'est tout ce qui vous amène vers la vie. Et la difficulté, c'est que au moment où les choix se font entre la vie ou le néant, au moment où on fait des choix, on ne sait pas s'ils vont on ne sait pas toujours, ou souvent on se trompe, on ne sait pas s'ils vont vous amener vers la vie ou vers le néant. C'est là qu'est la difficulté, et comme on ne le sait qu'après, ben finalement le bien et le mal, c'est une notion qui est très difficile à mettre en place dans le présent, qui ne peut se mettre en place que dans l'histoire. On peut dire après, oui, celui-là a fait du mal. Par exemple, oui, Hitler a fait du mal. Bon, et au moment où il l'a fait, ben, il y a des millions de gens qui ont pensé qu'il était en train de faire du bien. Voilà. Et ça, c'est un problème. Donc c'est la vraie difficulté de la vie, elle est là, et je ne pense pas que l'intelligence artificielle va nous permettre de régler le problème. Voilà pourquoi je suis en désaccord avec ce monsieur. Voilà, je vous dis donc, je voulais vous parler de ces deux livres, je les trouvais très, très importants. Je vous dis, j'espère que je ne vous ai pas trop ennuyé, je vous dis à bientôt. Au revoir.